Est-ce qu'il y avait une vraie possibilité de voir Bradley Barcola partir à l'été 2025? Algérie? Ouais. Mais il devait passer sa visite médicale. Il y avait un nom qui revenait, c'est celui de Julian Alvarez. Yamal, il est très loin du PSG. Bon, eh bien, petit nouveau setup, un peu différent, parce que c'est un peu différent aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, dans la sphère PSG quand même. Tu es là, tu es actif, on va dire, tout au long de l'année, mais c'est surtout aussi dans des périodes de mercato où les gens, ils sont à notif, ils attendent à chaque fois tes tweets, tes articles avec impatience. Je suis avec Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport. Salut Fabrice. Salut Jonathan. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je suis attention avec ce que tu fais maintenant depuis plusieurs années. Ah, c'est gentil. Et je suis content d'être là pour parler du PSG et de ce livre. Exactement, ce livre effectivement qui est sorti aux éditions Flammarion, de l'enfer au paradis. Je l'ai lu en entier, tu vois, j'ai surligné, j'ai fait mon travail. Et en plus facilement ou pas? Ici très facilement. Pour le coup, je vais te dire, je l'ai lu en quelques jours et je l'ai dévoré parce que c'est passionnant et on en apprend plein sur le Paris Saint-Germain, justement, les secrets des 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG. Tu écris ça avec ta collègue Apolline Boucherie, qui Exactement. est aussi au sein de la rédaction de RMC Sport. C'est très cool, je vous le conseille vraiment pour tous les fans du PSG, surtout après cette saison incroyable qu'on a vécue, la saison 2024. Fallait marquer le coup. 2025, exactement. Et la première question, elle est simple, Fabrice. J'ai envie de te dire, d'où est venue l'idée de ce livre? Quand est-ce que tu as eu l'idée de faire ce livre qui revient sur ces 2 saisons, donc 2023-2025? Bah écoute, c'est une question qui revient assez souvent. Ouais. Et en fait, je dirais pas qu'il y a eu un moment précis où je me suis dit, voilà, je vais écrire ce livre, c'est sûr et certain. Non, c'est un enchaînement d'événements qu'on déroule d'ailleurs tout au long de ce livre dans ces 2 parties. Et c'est un enchaînement d'événements qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose à écrire. Et surtout, il y avait une attente aussi. Bien sûr. Combien de fois j'ai entendu au stade, aux détours du Parc des Princes, en échangeant avec un supporter ou même avec des collègues, on aimerait bien en savoir plus sur cette histoire. Comment est-ce que ça s'est passé réellement, Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique et les joueurs en début de saison, de la saison 2024-2025. On a entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est dit? Quels ont été les enjeux, à quel point il y a eu un moment de flottement entre l'entraîneur et ses joueurs, quelles ont été les clés aussi à un moment donné dans ce groupe qui ont permis à tout le monde de prendre conscience que c'était possible de gagner cette Ligue des Champions. Comment est-ce que ce club-là, qui était très porté sur les individualités, à un moment donné a basculé sur un collectif? Il y a beaucoup de choses qui sont revenues et à un moment donné, c'est vrai, au cours de la saison dernière, je me suis dit, en fait, on a suffisamment de matière pour faire quelque chose de costaud. On en parle justement, là, c'est le titre de l'enfer au paradis. Est-ce que c'était vraiment l'enfer au Paris Saint-Germain en 2023? Et si oui, pourquoi? Alors, pour moi, non. Pour ceux qui étaient au club, oui. Parce que, là aussi, quand on parle du titre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de l'atmosphère qui avait au sein de ce club-là. On parle pas des résultats qui ont été plutôt excellents sur les dernières années, même si la Ligue des Champions, parfois, il y a eu des loupés et des sorties de piste plutôt que prévues. Mais on parle vraiment de l'atmosphère, de l'ambiance générale qu'il y avait. Et c'est vrai qu'elle était pesante, cette ambiance-là. Elle était pesante, ambiance sportive, ambiance aussi entre les différents acteurs de ce club-là, président, directeur sportif. On en parle avec certains épisodes bien précis pour montrer à quel point il y avait de la tension, notamment entre le directeur sportif et le président, entre joueurs également. C'est toute une atmosphère qui n'était pas forcément saine, et c'est vrai qu'on l'a décrite par ce mot qui est fort, qui est l'enfer, et pour contrebalancer et montrer à quel point c'était on va dire idyllique sur la fin de la saison 2024-2025. En tout cas, on a choisi ce mot-là, le paradis, vraiment pour marquer ces 2 moments, surtout l'avant 2023-2024 et à partir de 2025 où vraiment le Paris Saint-Germain en tant que club, c'est-à-dire dans le cœur du vestiaire avec les joueurs, l'entraîneur, mais aussi avec le président, le directeur sportif. Il y a eu une espèce d'osmose qui s'est créée et ça s'est traduit sur le terrain avec cette victoire et ces résultats. Mais justement, tu parles de cette osmose, mais avant qu'il y ait ça, il y a eu donc Luis Campos qui est arrivé, il y a eu aussi Christophe Galtier. Et la question qu'on se pose un peu tous, c'est le choix de Christophe Galtier. Est-ce que vraiment, quand tu prends Christophe Galtier, quand tu es Luis Campos ou Nasser Al-Khelaifi, tu te dis que vraiment il va faire plus qu'une saison? Parce que sur le coup, c'est un peu surprenant parce qu'en plus Galtier qui va
qui va entraîner Messi, Neymar, Mbappé, tu peux te dire, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? Et derrière, en fait, il reste qu'une saison. Est-ce que vraiment il se projetait avec Galtier, le PSG à l'époque? Oui, la réponse est oui. Christophe Galtier c'est fou, oui. À l'époque, souviens-toi, il y avait des possibilités. On nous vendait Zinedine Zidane, ci et là. Certains l'ont même annoncé. La volonté, encore une fois, de la direction en place à l'époque, et notamment de Luis Campos, qui n'arrivait pas avec les pleins pouvoirs, mais avec quand même du crédit, c'était d'emmener quelqu'un en qui il avait pleine confiance, avec qui ça s'était bien passé. Déjà par le passé, il avait des références avec lui, il savait comment fonctionner, ça avait bien marché à Lille. Et pour gérer cette situation-là, c'était peut-être pas l'homme providentiel. En tout cas, on l'a très vite vu que ça allait être compliqué. Il a ses torts. L'architecture qui lui était proposée était aussi particulièrement compliquée, avec tous ces joueurs à faire cohabiter. Ils ne s'entendaient vraiment pas à l'époque. D'où ce titre, et on en parle de la République des joueurs dans la première partie. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'était l'homme... est-ce qu'on aurait pu, avant même sa prise de pouvoir et sur son arrivée au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on aurait pu deviner que ça allait mal se passer? En tout cas, le terreau de ce qu'on va voir ensuite au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il était déjà là avant même qu'il s'assoie sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour le premier match. C'est sûr. On en parlait un peu dans ton livre, et je vois dans ton livre il y a toute une partie sur Luis Campos, qui a un rôle aujourd'hui, on a l'impression, majeur, voire central dans ce Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux justement développer un peu cette idée-là, parce qu'il est arrivé, donc, comme on le disait tout à l'heure, à l'été 2022, et depuis, il a prolongé jusqu'en 2030, il va même travailler pour QSI, plus globalement. Quelle est aujourd'hui la place qu'a pris Luis Campos? Est-ce que c'est presque un espèce de président bis aujourd'hui, à la place de Nasser Al-Khelaifi au sein du groupe, dans le quotidien? Il a pris une place vraiment très importante, et ça s'est fait crescendo. Parce qu'il arrive, il est un passif avec Nasser Al-Khelaifi, on en parle aussi dans le livre. Ils se sont écharpés par le passé quand lui officiait à Lille, et que évidemment Nasser Al-Khelaifi était au Paris Saint-Germain. Donc il arrive aussi dans un climat où il y a peut-être une forme de petite défiance. Sachant qu'il est en plus au Celta Vigo, et c'est ce que tu dis, et ça dérange un peu aussi en interne. Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive bien poussé aussi par l'entourage de Kylian Mbappé, qui vient de prolonger, qu'il apprécie énormément, et forcément ils l'ont dit à la direction en place. Donc il a d'un côté la toute confiance de Kylian Mbappé, de son entourage aussi, de l'autre celle du président, mais avec quand même un petit peu de défiance. Cette défiance-là, elle va nuire au club dans une certaine mesure, parce qu'il n'aura pas les pleins pouvoirs tout de suite. C'est-à-dire que sur les mercatos, notamment sur le premier mercato qu'il fait, à l'été 2022, il doit partager le pouvoir avec Antero Henrique, puisque Antero Henrique est chargé des départs, sorties, exactement, et Luis Campos, lui, est chargé des arrivées. Cato se passe pas très bien, Antero Henrique n'a pas suffisamment vendu, donc Luis Campos n'a pas pu acheter, tu connais l'histoire. Bien sûr. On en parle dans le livre très vite pour arriver à la situation de la deuxième année. Cette deuxième année, elle est intéressante parce qu'il y a donc Luis Enrique qui arrive. Les relations aussi avec Nasser Al-Khelaifi s'améliorent nettement. Alors, tu en parles dans ton livre, je me permets de te couper, il y a eu un gros clash entre Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, parce que Luis Campos critique un peu la gestion en interne, et ça plaît pas du tout du côté de... Il a accordé une interview, Luis Campos, à RMC en septembre 2022. À la maison, il a pas sa langue dans sa poche, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger avec Luis Campos. Il a pas sa langue dans sa poche, quand il a des choses à dire, il est dit, et là, il n'était pas spécialement content de la manière dont ça s'était passé, et notamment parce qu'il n'avait pas eu les pleins pouvoirs, et parce qu'il avait eu le sentiment qu'Antero Henrique lui mettait un petit peu les bâtons dans les roues, peut-être pas volontairement, mais en tout cas il n'avait pas réussi à faire ce qu'il était censé faire, donc sortir les joueurs, et lui n'avait pas pu recruter en fonction. Donc voilà, il y a cet écosystème qui lui va pas, il le dit à RMC, et on l'explique dans le livre ensuite, et tu l'as dit, il y a un gros clash, c'est vrai, on le révèle dans le livre, entre le président, donc Nasser Al-Khelaifi, et Luis Campos, parce qu'en gros, Nasser Al-Khelaifi lui dit, mais toi tu viens d'arriver, d'où est-ce que tu te permets de critiquer le club comme ça dans les médias? Ça se passe pas comme ça, on en parle. Et c'est vrai qu'il lui a remonté un petit peu les bretelles. Il y a eu quelques épisodes comme ça, mais qui ont permis aussi
de repartir sur des bases peut-être un peu plus saines. 2 hommes aussi qui ont appris à se connaître au fil du temps. Et c'est vrai que ils ont réussi, aujourd'hui on peut le dire, à créer une relation de confiance. Il n'y a pas de relation pas de relation idyllique dans le football. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie relation de confiance. Et pour reprendre mon propos sur la question précédente, c'est vrai que Luis Campos, eh bien, son influence aussi au sein de ce club-là a grandi année après année. Alors, pour être tout à fait honnête, et on en parle aussi dans le livre, sur la dernière saison, il valait mieux quand même que ça gagne et que ça aille très loin en Ligue des Champions. C'est sûr. Parce que sinon, je suis pas certain qu'il aurait prolongé, parce qu'il a quand même pas mal, et il avait, ça va mieux aujourd'hui, mais il avait quand même pas mal de détracteurs au campus, à la factory aussi du Paris Saint-Germain, qui est le siège du club. Il y avait des rumeurs, même si je dis pas de bêtises, au moment où justement il y a ce clash entre Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, des rumeurs presque de dire que Luis Campos pourrait être démis de ses fonctions. Enfin, moi je me rappelle, j'avais entendu ça. Bien sûr, c'était chaud. Non, c'était chaud. T'imagines bien que quand on reprend de voler comme ça un salarié qui s'exprimait dans les médias, quand il y a 2-3 épisodes comme ça, ça plaisait bien pas. sûr. Et surtout, c'est pas tant Nasser Al-Khelaifi qui se disait je vais le mettre de côté tout de suite, parce qu'il savait aussi ce que Luis Campos pouvait lui apporter, et la suite lui a donné raison. Mais c'est vrai que derrière Nasser Al-Khelaifi, on poussait un petit peu en disant ce serait bien de le mettre de côté, Il a tenu, et ça c'est à mettre au crédit aussi de Nasser Al-Khelaifi. Il a su composer avec lui, le prendre avec ses défauts. Les deux ont réussi à se ménager un petit peu aussi, à avancer, et c'est ce qui a permis, à mon sens, de faire le très bon choix de faire venir Luis Enrique, parce qu'ils l'ont fait en concertation. 2, d'avancer sur le recrutement. Et 3, justement, qui est la résultante de ces deux premiers points, avoir ces résultats. Parce que lui, il a toujours dit quelque chose depuis qu'il est arrivé à Luis Campos, c'est « jugez-moi sur mes 3 années ». C'est vrai que la première année n'était pas top. La deuxième année... Mitigée, mais intéressante quand même, parce que tu vas jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Tu te fais sortir par Dortmund, c'est ce qui fout un petit peu... Voilà, bien sûr, avec les 6 poteaux, tout ça. Un peu dégoûté, mais tu vas quand même assez loin. Et sur cette 3e année... Je pense que le club était aussi en attente de voir. Alors, il y a en filigrane aussi le conflit avec Kylian Mbappé, on en parle dans le livre, parce que lui est proche du camp, et forcément, à un moment donné, il se retrouve aussi dans une position qui est inconfortable. Mais sur les résultats sportifs, en tout cas, il était toujours sur cette ligne de dire « jugez-moi sur les 3 années ». Et lui, et on le prenait pour un fou à l'époque, a toujours dit « le Paris Saint-Germain peut gagner cette Ligue des Champions dans les 3 ans ». Ouais, non, mais c'est très vrai. Et t'en parler, donc c'est intéressant, ça m'amène directement au point que je voulais aborder, c'est l'arrivée de Luis Enrique. Déjà, comment ça se passe ? Tu l'as dit, c'était en concertation. Est-ce qu'il y avait d'autres entraîneurs aussi qui étaient ciblés alors, moi, j'avais eu vent d'un Hansi Flick aussi qui aurait pu être une shortlist élargie, bien sûr. Et comment ça se passe ? Qui a l'idée, les rencontres ? Et puis derrière, comment se passe ce mercato ? Parce que il y a quand même, je trouve, dans le mercato 2023, quelque chose d'un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a 6 joueurs, je crois, qui sont officialisés avant de l'arrivée de Luis Enrique. Est-ce que ces joueurs, ils ont été choisis en concertation justement avec Luis Enrique, ou est-ce que c'était plutôt... Oui, voilà, c'est ça. Justement, vas-y, parle-nous de ça, parce que c'est ça qui est un peu bizarre à cette période-là. Alors, il y a 2 questions. La première, c'est l'arrivée de Luis Enrique. Exactement. L'arrivée de Luis Enrique, alors comment elle se fait ? Il y a une shortlist assez large qui est dressée par Luis Campos. Il y a plusieurs entraîneurs. Nagelsmann, qui a beaucoup fait parler, certains même l'ont annoncé au Paris Saint-Germain. Avec Thierry Henry comme adjoint. Exactement. Il y a vraiment, cette shortlist est vraiment très intéressante, parce qu'il n'y avait que des coachs, on le voit, ils sont performants. Il y avait Mikel Arteta dedans, très bien placé dans la shortlist. Il y avait également Xabi Alonso. Il y avait également Luis Enrique, Hansi Flick dans une shortlist élargie. Tous les coachs que je viens de te citer, surtout Xabi Alonso et Mikel Arteta, Nagelsmann aussi, c'est des coachs avec qui il y a eu des discussions. Voilà, ils se sont posés, ils ont échangé. Est-ce que c'est possible ? Oui, non. Xabi Alonso voulait continuer, il avait ce rêve et cette projection au Real Madrid. Mikel Arteta voulait rester aussi à Arsenal tant qu'il n'a pas gagné quelque chose d'important. Je pense qu'il voudra rester et on verra par la suite dans les années à venir ce qu'il adviendra, mais il apprécie, il est passé par le club comme Pochettino, et il aimerait aussi peut-être un jour entraîner le Paris Saint-Germain s'il y a l'opportunité, mais le moment n'était pas venu. Et puis il y avait Luis Enrique. C'est pas dire que Luis Enrique était derrière tous ces coachs-là, c'est des discussions qui se font en parallèle. Et Luis Enrique, ce qui a plu dès le départ, c'est sa personnalité. Quelqu'un qui dit les choses,
parce que le Paris Saint-Germain en avait besoin aussi à ce moment-là, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui n'a pas peur de trancher dans le vif, quelqu'un qui n'a pas peur des joueurs, de faire des choix, parce que souvenez-vous, il arrive aussi dans un contexte, ce changement, où on a eu un Christophe Galtier qui parfois, et c'est ce qui lui a été reproché, a peut-être été un peu trop laxiste, peut-être a laissé des largesses à certains joueurs. On en parle dans le livre avec certains épisodes marquants, avec Messi, avec Neymar, avec Kylian Mbappé. Et là, il était question de prendre quelqu'un qui a de la poigne. Donc, il répond déjà à ce premier critère. Et deuxième, qui est aussi tout important, peut-être même plus, c'est le sportif. C'est qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe. Il y avait ce critère qui était important d'avoir gagné la Ligue des Champions. Il n'était pas décisif parce que Mikel Arteta et Xabi Alonso l'ont pas gagné en tant qu'entraîneur, mais il était quand même important. Bien sûr. Et puis, comment est-ce que tu joues ? Il avait des idées de jeu, il avait aussi très, très vite intégré la possibilité de faire éclore des jeunes joueurs. Ouais. Donc, tout ça, c'est des éléments dont on parle dans le livre et qui étaient importants pour et Luis Campos et Nasser El Khelaifi. Et puis, il y a son histoire aussi qui était très touchante et qui a touché le président. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est Luis Enrique qui a été choisi, et dès lors qu'il a vu le hockey de Luis Enrique, c'est ensuite allé très vite. Il y a eu pas mal de rendez-vous au domicile des uns et des autres. Ils se sont vus, ils ont échangé longuement. Est-ce qu'il a demandé les pleins pouvoirs, Luis Enrique ? Est-ce que ça faisait partie des conditions Sur le sportif, oui. Ouais. Sur le sportif, oui. Clairement, et de toute façon, franchement, tous les entraîneurs qu'ils ont ciblés, ils sont allés taper dans le très très haut niveau. Et tu l'as vu, hein, des scènes sûr, comme Luis Campos qui va sur le banc de touche donner son avis. Ouais, ça n'existe plus. C'est terminé ça. Donc il n'a pas demandé les pleins pouvoirs sur la gestion du club, sur le recrutement, etc. Parce que ça, pour le coup, c'était un précaré et ça le reste de Luis Campos. Okay. Mais il a quand même un avis, on va dire, consultatif. Et puis surtout, sur le sportif, il n'y a personne qui dit rien. C'est-à-dire que s'il veut faire jouer Seny Mayulu arrière droit, il le fait. Pour te donner un exemple qu'il a fait. Non, mais pour te donner un exemple qui est arrivé, tu vois. C'est vrai, exactement. Il fait absolument ce qu'il veut. D'accord. S'il veut se priver de Ousmane Dembélé pour aller à Arsenal, s'il veut se priver d'un tel, il fait absolument ce qu'il veut. Okay. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Mais en tout cas, ça a été une condition de dire, moi, je travaille, mais j'ai les mains libres, quoi. J'ai personne pour me dire quoi faire, etc. Voilà. Ou même au terme de joueur, parce que dans son documentaire, il le dit justement qu'il n'aurait jamais pu signer au Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar et consorts. Est-ce que ça a été aussi une des conditions à son arrivée de dire, écoutez, moi j'arrive, mais c'est simple, je veux plus de Neymar, je veux plus de Messi, je veux plus de cette République des joueurs. Ils étaient assez alignés sur ce qu'ils voulaient faire sur le futur et à très court terme, donc avec ces joueurs dont tu parles. Messi, il était déjà établi qu'il n'allait pas prolonger, alors que pourtant ça avait été une idée, en tout cas ça avait été avancé et c'était une des pistes de réflexion les mois qui ont précédé son arrivée, mais les deux parties avaient déjà convenu de cela. Pour Neymar, bon, à partir du moment où on lui donne les pleins pouvoirs sur le sportif, voilà, on va pas laisser un actif comme Neymar sur le banc de touche. Oui, bien sûr. Donc il fallait prendre une décision. Lui a tranché dans le vif en disant Neymar, je pense que je peux m'en passer, et surtout dans ma vision de l'équipe, du collectif, dans l'équilibre aussi que je souhaite apporter avec les joueurs qui étaient déjà en place, Kylian Mbappé, etc. Je ne vois pas cette équipe avec Neymar, et il a eu l'aval du club. Et puis il y a une question que tu posais tout à l'heure, c'est sur le recrutement, tout ça est lié. Au recrutement de l'été 2023, quand il arrive, est-ce qu'il a les pleins pouvoirs ? Quelle est sa marge de manœuvre ? La réalité, c'est qu'elle est infime. C'est-à-dire que Luis Campos, il lance les dossiers très tôt. C'est-à-dire que s'il y a des dossiers qui doivent être lancés là pour cet hiver, ils sont déjà lancés. Tu peux être sûr qu'il y a déjà eu des négociations, des coups de téléphone avec les agents, etc. Il lance les dossiers assez tôt. Et c'est vrai que quand il est arrivé, surtout vu la taille des dossiers, parce qu'on parle quand même d'Ousmane Dembélé, de Gonzalo Ramos, de Manuel Ugarte, c'est des joueurs qui sont allés chercher très très cher. Et il faut anticiper ce type de dossier-là. Et quand il est arrivé, c'était déjà assez avancé. Et ça l'a pas un peu frustré, justement, de se dire, en fait, j'arrive, mais il y a des joueurs qui arrivent, mais c'est pas vraiment des joueurs que je veux, et force est de constater que tous les joueurs que tu as cités, hormis Ousmane Dembélé, c'est pas des joueurs qui rentrent vraiment dans le plan de jeu de Luis Enrique, quoi. Qui sont presque tous partis. Bah oui, c'est ça, en fait. Parce qu'il les a pas fait jouer, parce que justement, il a cette force-là. Et c'est ça, il t'en parle dans le livre, justement, et tu lui dis qu'un an après, donc, il établit une liste de joueurs, il veut se séparer. Et parmi ces joueurs, tu as Cherendour, donc, qui est arrivé avant son arrivée. Il y avait Cherendour, il y avait Skriniar, il y avait. Tous les joueurs qui sont partis depuis. Soler, Asensio, etc. Exactement. Est-ce que ça l'a frustré ? Non, parce que ça, c'est sa grande force, pour le coup. Et c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir un coach comme ça quand tu as une institution comme le Paris Saint-Germain. Il défend toujours l'institution. Il défend toujours les joueurs.
Là où certains, Christophe Galtier pour pas le nommer, avaient tendance à taper sur les plus jeunes, c'est sûr. Lui il dit c'est de ma faute, vraiment il met le costume, c'est le patron, c'est de ma faute, tout est de ma faute, même quand ça ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que sur le mercato en tout cas, souviens-toi ce qu'il disait, hein. Moi j'ai les meilleurs joueurs, le recrutement il est parfait, même s'il ne le pensait pas, mais il défendait d'une certaine manière son directeur sportif, avec qui il a de très bonnes relations, il a toujours milité pour le maintien de Luis Campos, et a fortiori son président. Et ça a été très apprécié en interne. Bien sûr, je suis assez d'accord. Donc, il arrive. Tu as donc ces histoires d'arriver avant qu'il arrive. Est-ce qu'il y a un joueur qu'il voulait à son arrivée par exemple, tu parlais d'Ousmane Dembélé. Est-ce que c'était vraiment un joueur que souhaitait Luis Enrique de base, ou il a réussi à le former, à rendre ce qu'est Ousmane Dembélé aujourd'hui ? Non, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qu'il a toujours apprécié, hein. Après, comme tout le monde, il avait des interrogations sur sa capacité à enchaîner les performances de très haut niveau, sur les blessures, etc. etc. Mais une fois que ça s'était dissipé, il n'est pas fou, hein. Ouais, il connaît le talent d'Ousmane Dembélé. Il était très content d'avoir Ousmane Dembélé. En plus, ils n'ont pas pu collaborer ensemble, il me semble, à Barcelone. Donc, il y avait cette envie de pouvoir collaborer avec lui. Il savait qu'il s'entendait très bien avec Kylian Mbappé, que ça ne poserait pas de problème d'ego dans le vestiaire, là où ça en posait par exemple avec Neymar. Et non, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, en tout cas sur Ousmane Dembélé. Après, tu me parles de joueurs que lui d'autres joueurs qui voulaient recruter. Il y en a eu plein, franchement, depuis l'hiver 2024. En tout cas, non, mais sur l'été 2023, là, justement, comme il est arrivé assez tard, est-ce qu'il est arrivé tout de suite en disant, voilà, moi, par exemple, on parlait beaucoup de Barcola. Il y en a un, et on le dit dans le livre, c'est Gavi. Il aurait aimé faire Gavi au milieu du terrain. Il y a eu des discussions avec ses agents. Il y a eu... En plus, je dis, il y a des discussions avec ses agents. C'est le même agent, en fait. Discussion entre la direction sportive et les agents de Gavi qui sont aussi les siens. Exactement. Mais non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Barcelone ne voulait pas lâcher. Et tu te doutes bien que vu ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé, s'il avait fallu vendre Gavi, je pense qu'ils auraient préféré le vendre limite à Madrid. Non, mais non, c'est un des joueurs qui était vraiment pisté, mais que ne souhaitait pas libérer le FC Barcelone. Il y avait d'autres noms qui ont circulé un peu cet été. Est-ce que cet été-là, 2023, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? On entendait le nom d'Harry Kane. Il aurait pu signer au PSG ou Harry Kane, c'était une volonté. C'est vrai que c'était une volonté de la part du Paris Saint-Germain. C'était une vraie volonté de la part du Paris Saint-Germain. Parce qu'en plus, il remplissait beaucoup de caractéristiques. Souviens-toi, à l'époque, il y avait eu, quelques mois avant, le fameux Pivot Gang. La question du positionnement de Kylian Mbappé se posait. Et c'est vrai que d'avoir un neuf comme ça, de fixation, qui pouvait venir un peu soulager tout le monde, et notamment permettre de s'évaporer ces questions-là de positionnement, de pivot, etc. Harry Kane, Lewandowski aussi, les années précédentes, ce sont des joueurs, c'est vrai, c'est une période aussi où le Paris Saint-Germain, et ça correspond aussi au recrutement de Gonzalo Ramos, cherchait un point de fixation, vraiment un neuf qui est numéro 9, qui reste un attaquant de surface, quoi. Même si Harry Kane sait faire beaucoup de choses. Et, on l'a vu au Bayern Munich, il sait pas que marquer des buts. C'est sûr. Mais il y a Harry Kane, il y a aussi Pedri, ça peut-être un peu moins. Pedri, franchement, j'ai jamais entendu. Je vais pas te raconter l'histoire, j'ai jamais entendu. Sûr. Autant Gavi, oui, autant Pedri. Je pense même que, tu sais, il y a des joueurs, c'est comme j'avais entendu la rumeur Vinicius au Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs que tu projettes, que tu aimerais, que tu rêverais de faire. Mais il y a des joueurs que tu peux faire, que tu peux envisager et sur lesquels tu peux travailler. Et je pense que Pedri, il fait plutôt partie du domaine du rêve, quoi. Je vois. Bon, enfin, à l'époque, hein. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est content d'avoir un Vitinha au milieu de terrain. C'est Fabien Ruiz. Exactement. Bon, on va pas y échapper, même si on va pas faire 3 heures, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé pendant des années. Il y a aussi l'affaire Mbappé cet été-là, quand il arrive. Le fameux Kylian Mbappé. Bon, déjà, un peu en préambule de ça, quand Mbappé prolonge, est-ce qu'il avait vraiment envie de prolonger? Est-ce qu'il se voyait vraiment se projeter sur le Paris Saint-Germain quand il prolonge, où on a l'impression que il a eu une telle montagne d'argent qu'aujourd'hui c'était presque ça qui le refusait pas, parce que quand tu le vois au Real Madrid, à quel point il se défonce, à quel point il est motivé, c'était son rêve, et que tu vois justement avant sa prolongation et après les 2 saisons qu'il a faites, c'était plus le même joueur, quoi. Est-ce que vraiment il avait envie de prolonger, Mbappé?
de se projeter. Il a signé, hein. Personne, il a signé avec sa main. Je veux dire, oui, c'est sûr, la personne l'a forcé. Personne l'a assisté pour signer. Donc, est-ce qu'il avait envie? Au moment où il a signé, oui. Force est de constater. Bien sûr. Après, est-ce que vraiment il se projetait sur les 3 années? Il a fait presque un peu en 2022, presque un peu le tour, quoi. Tu vois, genre, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, moi, j'ai souvenir d'une interview récente de sa maman où elle explique que c'est l'un des seuls moments où elle a intervenu pour donner réellement son avis, peut-être faire pencher la balance. Rétrospectivement, forcément, t'as envie de dire que non, parce que il signe au printemps 2022, quelques mois plus tard, au mois de juillet, il y a déjà, et on en parle dans ce livre en long, en large, en travers, avec des documents à l'appui. La clause, qui va pas lever la clause. Voilà, quelques mois plus tard, 2 mois à peine. Ouais, ça. Il explique déjà dans une lettre qu'il souhaiterait, en tout cas, s'en aller. Ouais. Donc, c'est un peu particulier. Alors, le pourquoi du comment, on essaie de le décrypter dans le livre, là aussi, avec des éléments factuels. Bien sûr. Avec peut-être une déception qui s'est faite au niveau des arrivées, même si le timing est étonnant, parce que le mercato n'est pas réellement terminé. Parce qu'il y a une petite fracture aussi. On essaye de comprendre un petit peu pourquoi et le pourquoi du comment, tout simplement, cette décision. Ouais, la non-arrivée de Lewandowski, ce genre de choses. Exactement, mais en tout cas, l'élément, moi, qui m'a troublé, le plus intéressant, entre guillemets, sur cette question-là, c'est qu'il signe au printemps, donc, au mois de mai, si je ne me trompe pas, et quelques mois plus tard, quelques semaines même, au mois de juillet, mi-juillet, il explique qu'il veut partir. Ça dit tout déjà de l'état d'esprit dans lequel il a fait les saisons ensuite, que ce soit 2022, 2023, 2023, 2024, même si encore une fois sur le terrain, et ça c'est sa grande force, il n'a jamais rien démontré, une fois que l'arbitre il a donné le coup d'envoi et jusqu'à la fin, c'est quand même quelqu'un qui s'est toujours déchiré pour le club et qui a toujours fait de son mieux en tout cas, et il l'a plutôt bien fait parce qu'il a quand même, on parlait de la montagne d'argent qui lui a été donnée, et c'est la réalité. Il a mis aussi une montagne de buts. Bien sûr, évidemment. Et donc, à l'été 2023, lorsque Luis Enrique arrive, et il y a des rumeurs qui arrivent un peu sur les réseaux sociaux, avec d'un départ quasi acté, etc., du côté du Real Madrid. Est-ce qu'il était vraiment proche de quitter le PSG, ou ça n'a jamais été une option cet été-là en 2023 ? Non, ça n'a jamais vraiment été une option, parce que lui, dès le départ, il a dit je reste. 2023-2024. Dès le départ, il a dit je reste, je ferai la saison au Paris Saint-Germain. Et c'est là où ça a crispé en fait les Parisiens, parce qu'en fait ils se disent quoi, les dirigeants ils se disent mais attends, toi tu nous expliques que tu vas pas prolonger. Et il te reste un an de contrat. Donc là en fait tu vas faire l'année, tu vas partir et nous on va rester sans rien. Et c'est là où il y a eu ce gros clash, et que le président du Paris Saint-Germain a pris une décision très forte, et c'est la seule fois d'ailleurs où il va s'immiscer dans le sportif en disant à Luis Enrique, là sur ce dossier là c'est moi qui vais gérer, je vais prendre les choses en main, j'estime qu'ils ne nous respectent pas, en tout cas là on va vers quelque chose qui pourrait être très problématique. On a vu par la suite tous les problèmes que ça a créé, qu'il n'est pas si tort que ça, évidemment. Et il lui a dit non, là on va l'écarter, il va pas faire le stage, et si vraiment il veut pas prolonger, et si vraiment il reste sur ce qu'il dit, il jouera pas de la saison en fait. Il était prêt à pas mettre Mbappé du tout de la saison, la saison 23-24, à ne pas le faire jouer du tout. Exactement. Sans intervention, ce que tu dis dans le livre de Luis Enrique ou Luis Campos, il y a eu cette espèce aussi d'échange et ce quiproquo dont tu parles très bien. Kylian Mbappé, en fait, excuse-moi de te couper, mais bien sûr, pour bien comprendre, Kylian Mbappé, en fait, il en était convaincu aussi. Et la preuve de cela, c'est que son avocat a envoyé un courrier au Paris Saint-Germain en disant on est prêt à faire un pas vers vous, on est prêt à vous céder de l'argent. Donc il savait très bien que... et après, c'est une situation, bon, on peut en parler aussi, il est aussi dans son droit d'aller au bout de son contrat. Bon, de l'autre côté, le Paris Saint-Germain lui avait donné tellement d'argent que partir libre, tu vois, c'est difficile de se positionner finalement. Et c'est pour ça que nous, on est là simplement pour donner des éléments factuels, pas pour dire un tel avait raison, un tel avait tort. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Kylian Mbappé est convaincu que s'il fait pas un pas vers le PSG, il va faire la saison sur le banc. Effectivement, c'est assez fou. Mais est-ce que ça collait vraiment, cette position de Kylian Mbappé, son importance, etc., avec l'idée un peu de Luis Enrique qu'on voit aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y a pas de star aujourd'hui, c'est le collectif, etc. Est-ce que ça collait est-ce que presque le départ de Mbappé, ça n'a pas été un peu presque comme une libération pour Luis Enrique? Je pense que Luis Enrique, il apprécie vraiment le joueur qu'est Kylian Mbappé. Contrairement à Neymar, il sait que Kylian Mbappé vraiment peut lui être d'une grande utilité. Et c'est pour ça aussi que il était bien content que Kylian Mbappé revienne. Évidemment. Après, pour répondre à ta question et pour avoir aussi entendu les échanges qu'il a pu avoir avec les uns et les autres
à la rentrée 2024, donc il y a quasiment un an jour pour jour, un peu plus maintenant. Il était aussi convaincu d'une chose, et il l'avait dit en conférence de presse, que le Paris Saint-Germain serait plus fort sans Kylian Mbappé. Parce que durant la saison qu'ils ont passée ensemble, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne pourraient pas changer chez Kylian Mbappé. Et il s'est dit, en fait, avec le recrutement que je vais faire, avec la mentalité que je vais inculquer à ceux qui vont venir et ceux qui sont déjà là, on va y arriver. Et à l'époque, c'est vrai qu'on avait du mal à voir comment le Paris Saint-Germain pouvait devenir meilleur sans Kylian Mbappé. Et il a réussi, et ça vraiment, il faut le mettre à son crédit. On en parle dans le livre, on parle de ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a peut-être un petit peu moins bien fait, mais forcément, vu les résultats, le positif l'emporte. Mais il faut le mettre à son crédit aussi d'avoir su créer cet élan, d'avoir su créer ce collectif, et surtout d'avoir permis au Paris Saint-Germain d'avoir ces résultats-là et de marquer ces buts-là sans un joueur comme Kylian Mbappé, qui, qu'on le veuille ou non, est un buteur exceptionnel. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, mais c'est vraiment sur ça où moi, j'avoue que je suis toujours surpris de me dire que en fait, Luis Enrique le voulait. Moi, je le vois presque, je te dis honnêtement, comme bon, tu perds un joueur exceptionnel, bien sûr, mais à côté de ça, j'aurais du mal à imaginer Mbappé vraiment à intégrer l'équipe comme elle est actuellement, où tout le monde fait les efforts, défensifs, offensifs, il n'y a pas vraiment d'ego. Enfin, il y a des égos, bien sûr, parce que tu es dans un vestiaire de football, mais on se comprend, il n'y a pas une star qui passe au-dessus de tout. Et j'ai un peu l'impression que Luis Enrique, presque, voilà, ce que je te parlais, presque comme soulagement de, ok, maintenant j'ai vraiment pouvoir mettre en place justement ce que j'ai envie de mettre en place. Et justement, c'est là où on passe en 2024, où on a l'impression qu'il y a un avant-après. C'est-à-dire qu'il y a eu le mercato 2023, comme tu l'as dit, où il n'a pas eu ses choix. Et 2024, il y a un changement qui est brutal. Je voyais la moyenne d'âge hors Matvei Safonov. La moyenne d'âge des joueurs qui sont recrutés, ils ont 20 ans. Ce sont des joueurs, pour la plupart, méconnus. João Neves, il faut suivre le championnat portugais. Pacho, d'autant plus inconnu. Et Désiré Doué, nous on le voit parce qu'on le suit la Ligue 1 et on sait que depuis l'âge de 16 ans, ça va devenir un super joueur, mais de l'extérieur, on ne connaît pas. On sent que là, qu'est-ce qui s'est passé justement pour que Luis Enrique ait vraiment mis sa patte, son empreinte sur le mercato du PSG? Alors, Luis Enrique, il faut nuancer. Et la deuxième partie, on titre Luis Enrique et Luis Campos, on les met dans le titre pour parler des hommes qui ont ouvert la voie, la porte vers le paradis. Tu parles de Luis Enrique, j'ajoute Luis Campos parce que le recrutement, ça reste le précaré de Luis Campos. Et c'est, je crois même dans son contrat, c'est vraiment lui qui a qui a le final cut. Maintenant, Luis Enrique a un avis consultatif, et je voulais dire l'autre Luis. Il a un avis consultatif, et à la fin de l'histoire, c'est quand même lui qui fait jouer les joueurs. Bien sûr. On l'a vu, c'est lui qui décide. Donc l'un, en gros, c'est moi qui décide qui va venir. L'autre, c'est moi qui vais les faire jouer. Donc c'est mieux qu'on s'entende. C'est ça, on est d'accord. Et ils ont réussi à bien s'entendre justement. Ils ont réussi à trouver cette cohésion. Et c'est vrai que Luis propose et Luis Enrique, eh bien, il va donner son avis. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'effectivement on peut le faire jouer comme ci, comme ça, etc. Et là où ils ont bien réussi sur ces deux derniers mercatos, parce que j'inclus aussi le mercato, les trois même. J'inclus aussi le mercato d'hiver. Mercato hivernal, ouais. C'est justement de travailler sur des pistes où ils arrivent à trouver des accords. C'est-à-dire que Désiré Doué, les deux le voulaient. João Neves, pareil. Pacho, c'est une trouvaille de Luis Campos, mais très vite, Luis Enrique lui a fait confiance. Il lui a dit on y va, si t'es convaincu, moi j'ai besoin de ça. Si t'es convaincu que lui peut m'apporter ça, on y va. Et de l'autre côté, Luis Campos a écouté Luis Enrique, puisque tu en parles justement avec le cas d'Osimhen que Luis Campos voulait. Luis Enrique dit non, il ne rentrera pas dans mon projet. Ok, pas de problème, on abandonne la piste. Je peux te dire qu'il attendait qu'une chose, c'est de réserver le jet pour venir. Alors je peux te dire que je connais peu de joueurs qui voulaient autant signer au PSG que Victor Osimhen. Ah ouais. Il voulait que Paris. Quand on dit, tu sais, la fameuse phrase lors des mercatos là, ce joueur ne veut que tel club. Là, il était littéralement le cas, quoi. Je peux te garantir qu'il se voyait bien à Paris. Osimhen, il aimait beaucoup cette perspective-là. Ouais. Il avait une bonne relation aussi avec Luis Campos, qui essayait de convaincre, en tout cas de prêcher un peu pour lui. Mais bon, Luis Enrique, il lui a très vite fait comprendre que s'il venait, c'est pas qu'il va pas le faire jouer, mais il rentre pas dans le système. Et même si c'est un très bon joueur, Osimhen, attention, c'est un joueur qui est fin, qui peut être intelligent aussi dans le déplacement, même s'il n'a pas la finesse peut-être technique de certains autres joueurs. Parce que à la fin de l'histoire, il fait jouer quand même souvent des milieux de formation ou des ailiers de formation en attaque. Bon, peut-être que techniquement, il n'a pas la finesse de ces joueurs-là, mais
il a aussi cette sensibilité-là. Il aurait pu apporter quand même. Mais Luis Enrique a jugé bon de prévenir Luis Campos en lui disant moi, c'est un profil dont je ne préfère pas, je préfère pas le voir arriver, mettre un gros montant, parce que c'était ça aussi la question. Est-ce que tu vas mettre 120, 130 millions d'euros sur un joueur qui va pas être titulaire indiscutable, dont tu n'es pas sûr de pouvoir l'utiliser comme tu veux? Et c'était ça aussi la crainte. Et c'est pour ça que dans ses conférences de presse, il a beaucoup parlé de juste prix, de payer le juste prix pour des joueurs qui souhaitaient. Donc ces deux choses-là ont fait qu'il a préféré finalement le Paris Saint-Germain n'est pas allé sur Victor Osimhen. Mais on parle justement, là, c'est bien ce que tu dis, c'est que de changement de politique sportive. C'est-à-dire, on est là, on sent que ça change, les joueurs sont plus jeunes, on va vraiment chercher des pistes un peu plus méconnues. Est-ce que, pour toi, avec cette nouvelle politique sportive, c'est la fin un peu du PSG qui va lâcher 150 millions, 200 millions d'euros sur le marché des transferts, aller chercher un joueur peut-être un peu plus de renommée, ou c'était juste circonstanciel presque là? Ce qui est intéressant avec le Paris Saint-Germain, et je le vois là sur les mercatos, Zabarni en est un exemple, c'est qu'ils veulent payer le juste prix. Avant, c'était je veux tel joueur, et au bout du bout, les directeurs sportifs étrangers, ils savaient très bien qu'ils allaient finir par obtenir ce qu'ils voulaient. C'était d'autant plus difficile pour eux sur ce mercato 2025 qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, finale de la Coupe du Monde des clubs. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré, ils le savent. Donc, les clubs, ils essaient de négocier. Et pour des joueurs, il y a certains noms même qui ne sont pas sortis, mais c'est vrai qu'ils essayaient toujours d'avoir le maximum. Et ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est vrai que non seulement ils ne sont plus dans une politique de star, l'idée c'est la star c'est l'équipe, et on en parle dans le livre, Fin de la République des joueurs, la star c'est l'équipe, et donc on va amener des éléments qui vont rentrer dans ce collectif-là. Donc forcément des éléments qui ne sont pas forcément glorifiés, starifiés, qui n'ont pas un nom qui fait déjà le tour du monde. Donc généralement, c'est des profils qui coûtent un peu moins cher, mais parce qu'aujourd'hui, le moindre crack, le moindre joueur de 18-19 ans, on l'a vu avec Désiré Doué, qui, petite parenthèse, aura coûté autour de 70 millions d'euros au total, ce n'est pas rien pour un joueur de son âge. Aujourd'hui, les prix s'envolent très très rapidement. 70 millions d'euros, c'est ça? Ouais, 50 plus 1. Ah oui, quand même. C'est autour de 70 millions d'euros, peut-être 69, quelque chose comme ça. Mais on est autour de ce montant-là. Mais après, aujourd'hui, on vaut quasiment le double. C'est ce que j'allais dire, oui. Puis le Bayern était dessus aussi, donc ils étaient prêts à mettre aussi l'argent. Doublé, passe D en finale, et il en vaut le double. Donc aujourd'hui, ce qui pouvait paraître comme une hérésie à l'époque, et encore, parce que c'est 50 millions d'euros, bon, il prenait quand même pas beaucoup de risques sur le long terme. Mais à très court terme, ce qui t'a rapporté, en fait, c'est toi qui as gagné le jackpot. Bien sûr. C'est Paris Saint-Germain aujourd'hui qui gagne le jackpot avec Désiré Doué. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dans une politique effectivement de recruter des jeunes joueurs performants qui peuvent progresser au contact de Luis Enrique, et avec vraiment le souci de payer le juste prix. Mais des joueurs, par exemple, j'en sais rien, comme... alors, il y a eu beaucoup, ça revient un peu comme un serpent de mer. Est-ce que Paris, par exemple, pourrait lâcher 200 millions d'euros ou plus pour Yamal, aujourd'hui, avec cette politique sportive? Alors, je te garantis qu'aujourd'hui, Yamal, il est très, 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 très loin du PSG. Non, mais vraiment, aujourd'hui, même s'il a un agent qui est très proche du Paris Saint-Germain, dans l'architecture actuelle, avec le coach actuel, le directeur sportif actuel, il est loin, mais après, il est très jeune. Oui, il y a 18 ans. Qu'adviendra-t-il dans 5 ans? On ne sait pas. 2, 3 ans, ça peut aller très vite. Messi aussi, à une époque, il était très 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 loin du PSG. Et il s'en est rapproché. Mais aujourd'hui, oui, c'est très prématuré de parler de Lamine Yamal au PSG, même si c'est quand même un joueur qui est suivi. Je ne doute pas qu'au Qatar, il l'apprécie énormément. Mais aujourd'hui, il ne rentre tout simplement pas dans les plans. Mais si un jour, il rentre, que ce soit toujours Luis Enrique le coach, ou même s'il est parti, il faut que ce soit toujours la même philosophie de recrutement de jeu. Si c'est le cas et qu'il coûte toujours 200 millions d'euros, mais qu'il faut aller le chercher parce que tu as un vrai déficit, je pense que le Paris Saint-Germain ne s'interdirait pas dans... Il y a beaucoup de si. Ouais, je vois ça. Et dans ce contexte-là, oui, pourquoi pas. Mais comme tu le vois, c'est quand même très hypothétique aujourd'hui. Ouais, je vois. Et en 2024 aussi, il y avait un nom qui revenait, c'est celui de Julian Alvarez. Un joueur quand même qui rentrerait bien dans les plans de Luis Enrique. Est-ce que c'était une vraie piste à cette époque, et est-ce que c'est un joueur qui pourrait intéresser le PSG? Je pense qu'il peut avoir le profil parce que c'est un profil d'attaquant qui peut participer au jeu, il est létal devant le but. Après, je ne vais pas te raconter d'histoire. Son nom, je ne l'ai jamais entendu. Okay. Je l'ai jamais entendu comme une piste crédible au Paris Saint-Germain, comme une piste possible à court terme. Sur la saison 2024, donc il y a quand même 2 parties, on ne va pas se mentir. Et t'en parles dans le livre, il y a cette fameuse fronde qui arrive à la fin de l'année 2024, justement, après la multiplication des résultats un peu compliqués, le fait que Luis Enrique soit très dur aussi et très dogmatique dans sa manière de travailler. Qu'est-ce qui fait qu'en gros,
on ait eu cet avant-après. Est-ce que c'est parce que Luis Enrique a un peu lâché du lest ou parce que peut-être les joueurs aussi... Est-ce que ça a été un effort un peu commun, justement, pour se dire... Ouais, je pense que ça a été un effort commun, je pense. Le premier pas, et il était très important, c'est celui de Luis Enrique. Comme tu l'as dit, dogmatique. Il change pas. Il veut pas changer pour un sou. Et je pense que c'est aussi une partie de ce qui fait sa force. Mais ça a crispé. Ça a crispé. Certains choix ont crispé. Il s'est mis aussi à un moment donné à dos certains joueurs influents du vestiaire. Et quand on se met 2-3 joueurs influents du vestiaire, on a beau être Luis Enrique ou n'importe quel autre entraîneur, ça devient vite compliqué. Et là où il était très intelligent, je trouve, avec le soutien pour le coup de la direction sportive et du président Nasser Al-Khelaifi qui lui ont expliqué qu'il peut-être il fallait mettre un peu d'eau dans son vin. Là où il était très intelligent, c'est qu'il a su justement aller vers ses joueurs. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait sorti, je l'avais sorti à l'époque sur RMC et on explique bien les dessous et ce qui se joue dans le livre. Il va leur parler, quoi. Il va leur parler, il a un discours de vérité en faisant aussi son mea culpa sur certaines choses qui peut-être ont déplu et en expliquant qu'il fallait vraiment faire corps, ne faire qu'un en fait, être vraiment très soudé. Et à partir de ce moment-là, les joueurs ils sont agréablement surpris parce qu'ils se disent on a un coach qui nous écoute, qui peut aussi faire évoluer certaines choses, là où eux pensaient que c'était impossible parce que derrière la déception, il y avait ce côté de toute façon il ne changera jamais, il est comme ça, il est buté, et en gros, on doit faire avec, mais ça va être compliqué, quoi. Et de voir qu'il peut changer, de voir qu'il peut avoir ce discours-là, ça leur a montré que c'est quelqu'un de vraiment d'intelligent. Et puis surtout, ça leur a aussi donné envie de se défoncer pour lui, quoi. Donc cette forme de reconnaissance, en fait. Parce que tu nous as fait, parce que tu as fait un pas vers nous, nous aussi, on va... Oui, et puis il y a la troisième chose qui n'est pas automatique, et ça, personne n'aurait pu le prédire, c'est les résultats bien aussi, sûr. Parce qu'il y a eu des coups de pouce, il y a eu des coups du destin aussi, il y a eu des matchs charnières qui ont fait basculer aussi la saison, je pense à Manchester City. C'était quoi pour toi le match charnière, même au sein pour le groupe, en tout cas? C'est à partir du moment où le groupe a... pour moi. City et Liverpool. Et t'en parles beaucoup exactement, aussi. Parce que pour toi, c'est les deux matchs où le groupe s'est dit on peut le faire quand même, on peut y aller. Oui, parce que après City, ils se disent on peut renverser des montagnes. On a renversé City, même si c'est pas le grand City, mais bon, il y a Pep sur le banc, il y a quand même des très grands joueurs, ils étaient menés, ils renversent la tendance en Champions, ça leur était pas arrivé tant de fois que ça. Donc ils se disent on peut renverser des montagnes, on peut renverser des grosses équipes, des grosses écuries. Après Liverpool, ils se disent on peut gagner la Ligue des Champions. Parce que c'était peut-être pour eux et pour beaucoup d'observateurs la meilleure équipe d'Europe avec Mohamed Salah qui était destiné peut-être à gagner le Ballon d'Or, qui faisait une grosse saison en Première Ligue, équipe championne d'Angleterre en plus. Quand ils battent Liverpool, et il y a ce sentiment, il y a cette puissance-là, il y a ce truc-là où ils se disent mais en fait c'est pour nous cette saison, si vraiment on est concentré. Et d'ailleurs je vais même te dire autre chose, cette saison-là, il y a aussi ce sentiment de si on est concentré, si on continue vraiment sur ce qu'on a fait la saison passée, on peut la regagner. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais ils se disent vraiment on peut faire le back-to-back. Et c'est vrai qu'après Liverpool, ils se disent on peut y arriver, quoi. Ça m'a donné, si tu sais, ça m'a donné le même sentiment que j'avais eu en 2022 au Qatar, quand l'équipe de France sort l'équipe d'Angleterre. Quand ils éliminent l'Angleterre, ils se disent on peut gagner. On peut aller au bout, c'est vrai qu'on se le disait avant, il y avait une possibilité, etc. Mais là, vraiment, on peut y aller. Et c'est ce qui s'est passé après Liverpool. Et je suis complètement d'accord, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment ce déclic-là. Il y a aussi la demi-finale, ils se qualifient. Honnêtement, au sein du groupe, c'était plutôt... Ils craignaient plus le Barça ou l'Inter, où les deux, ils se disaient quoi qu'il arrive, on va leur... amenez-nous n'importe qui, on va les battre. Franchement, je pense qu'il y avait cette confiance qui avait été générée depuis ce match justement contre Liverpool. Et ils étaient persuadés de pouvoir battre n'importe qui. N'importe qui, même le Barça avec Lamine Yamal, etc. Franchement, moi, de tous les échos que j'ai eu vraiment, et de par la connaissance peut-être de Luis Enrique, de par le fait qu'il les avait sortis aussi la saison précédente, il y avait une confiance vraiment... c'est difficile à décrire parce que moi je suis pas joueur, j'ai pas été sur le terrain, mais il y a un joueur qui me disait mais tu sais, t'as des fois des sensations comme ça où tu sais que tu vas gagner, tu sais pas pourquoi, tu saurais pas l'expliquer, et moi pour le coup, et toi et moi on n'a jamais vécu ça, bien sûr. Mais il te dit en fait tu sais que tu vas gagner, t'es intouchable, quoi. Exactement, et il y avait cette sensation là, donc il y avait beaucoup de confiance. Et là où ça a été intéressant justement, et on le raconte aussi dans le livre à travers notamment les échanges qu'a pu avoir Luis Enrique avec les supporters, c'est que
contrairement à la saison précédente et justement à cette défaite en demi-finale face à Dortmund, il ne voulait pas, confiant ok, mais pas une surconfiance. Il voulait arriver avec le bon dosage, le bon équilibre. Et je trouve que c'est ce qu'ils ont réussi à faire, le Paris Saint-Germain, notamment avec Luis Enrique, qui les a beaucoup aidés sur l'aspect mental, sur la préparation du match. Et je le disais, il en parle aussi aux supporters. Il y a eu des réunions aussi avec les supporters pour voir comment est-ce qu'il faut aborder au mieux ce match-là, cette préparation-là. Est-ce que les supporters nous accompagnent au bus, est-ce qu'ils accompagnent le car à l'aéroport, est-ce qu'ils viennent avec des fumigènes ou pas, est-ce que ça va pas faire monter la température en pression trop rapidement les joueurs, il faut qu'ils restent dans leur bulle, il faut qu'on prépare le match comme on a l'habitude de le faire. C'était vraiment les mots de Luis Enrique. Il tenait à maîtriser un petit peu tous les aspects, les joueurs, les supporters, l'environnement médiatique, il sait qu'il peut rien y faire, mais en tout cas, ce qu'il peut maîtriser, il voulait le maîtriser et il a réussi à bien le faire. Donc en gros, en fait, il y a une vraie préparation mentale. Tu me dis, il y a une préparation mentale au-delà des joueurs, aussi de la préparation du match. Et on sait que la psychologie, ça a été un des mots du PSG sur ces dernières années. Là, pour le coup, Luis Enrique, tu dis que Luis Enrique, lui, on a l'impression qu'avec Luis Enrique, ils ont plus peur. Ils ont aboli la peur, ils ont aboli le doute, ils ont aboli tout ça. Et c'est quoi la méthode justement de Luis Enrique d'avoir à ce point-là changé cette équipe, parce que tu vois, c'est ce que je voyais, c'est qu'en un an, on est passé d'un PSG, on s'est dit, et même c'était le discours du club, on est dans un process, vous inquiétez pas, à là, et tu disais tout à l'heure, nous, on va chercher le back-to-back. Et ils le disent avec une telle confiance, avec un tel aplomb qu'en fait, t'y crois, quoi. Et tu les vois sur le terrain aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, sur cette année-là pour qu'on passe d'un extrême à un autre comme ça ? C'est un changement de mentalité, mais qui est venu dès le départ, en fait, avec Luis Enrique, et on le raconte dans le livre. Ça n'a peut-être pas été dit comme ça, et je pense qu'ils ont eu raison de ne pas le dire comme ça devant la presse. Mais Luis Enrique, le premier discours au campus devant les joueurs, c'est quoi ? C'est on va tout gagner, nous, on est là pour tout gagner. Première saison, c'est la Ligue des Champions, cette année, on est là pour la gagner. Et c'est pas ce qu'il disait quand on l'écoutait en conférence de presse, même le discours global, c'était plutôt calmos, voilà, tranquille, c'est la première année, on va y aller tranquillement, etc. Lui, c'est pas le discours qu'il tenait. Et il a une vraie confiance en lui, Luis Enrique, une vraie âme de leader aussi, qu'il arrive à transmettre, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que quand on écoute les leaders, même Marquinhos, Ousmane Dembélé, Vitinha, tous, personne ne tarit d'éloge sur la personnalité de Luis Enrique, parce qu'ils sont conscients aussi qu'ils ont passé un cap, et le club en tant qu'institution a passé un cap aussi grâce à Luis Enrique. Rapidement sur la finale de la Ligue des Champions, beaucoup de supporters se posaient des questions. Comment a vécu un mec comme Mbappé la victoire en Ligue des Champions du PSG Parce que ça doit quand même être terrible pour lui. C'était lui, etc. C'est lui qui devait amener le PSG au Graal, et finalement, l'année où il part, t'as cette équipe qui est incroyable et qui remporte en plus la Ligue des Champions derrière. Écoute, on aurait pu avoir les images, en tout cas on aurait pu le voir s'il était au château et s'il y avait un rassemblement de l'équipe de France et avec les joueurs du Real Madrid. Ils ont eu l'autorisation d'arriver un peu plus tard, donc on aurait pu vraiment savoir comment il l'a vécu. Après, voilà, moi j'étais pas avec lui. Oui, bien sûr. J'ai entendu des choses, mais je suis pas avec lui. Bon, voilà, il est parti, ils ont gagné, quoi. Ouais. C'est humain. Je pense pas que ça a dû. Il aurait préféré évidemment que ça gagne quand il était là en demi-finale et qu'ils aient gagné à Wembley. Après, il a beaucoup donné pour le club. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club, en tout cas sur le terrain. Et de voir ses copains, parce qu'il a quand même pas mal de copains dans cette équipe, remporter la finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, mais il y en a d'autres, des copains de sélection, et Achraf Hakimi qui sont grands amis. Je pense que pour eux au moins, je pense qu'il était content. Ouais, non, c'est ce qui est normal. Effectivement, il a gardé comme tu l'as dit, des proches. Le mercato 2025 arrive, et là, alors. Je sais pas, quelle était la politique sportive de ce mercato, parce que y a beaucoup de gens qui disaient il y a quand même des manques, cette équipe est super, mais il y a des manques. On parlait de l'attaque, on parlait du milieu. Est-ce que c'était voulu de base? C'est vraiment le plan du mercato du PSG de se dire Donnarumma, de toute façon, on a compris l'histoire, il n'a pas voulu prolonger, donc derrière, en fait, action-réaction, on va chercher Lucas Chevalier, sachant que le nom circulait un peu. Moi, je dirais même, ils sont allés chercher Lucas Chevalier, et derrière, ils ont voulu. Ils ont analysé les deux. En fait, si Lucas Chevalier dit oui, on fonce sur lui. S'il dit non, on voit comment est-ce qu'on peut prolonger. Jean-Luigi Donnarumma, mais je pense que le plan Chevalier, je pense qu'il est lancé depuis très longtemps. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord que Chevalier, parce que ça fait 1 an et demi qu'on entend quand même ce nom, c'est pas anodin, quoi. C'est pas fait du jour au lendemain. Oui, effectivement, il y a eu cette, comment appeler ça,
C'est ce langage, ces éléments de communication qui visaient à mettre un peu la faute sur Donnarumma, en expliquant qu'il ne souhaite pas accepter les nouvelles conditions salariales et que, partant de ce principe-là, il n'allait pas peut-être pas être prolongé et qu'ils se sont rabattus sur Lucas Chevalier. La réalité, je pense, est un peu plus complexe. Je pense qu'ils ont mené les deux pistes de front, vraiment. En parallèle. Luis Enrique, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il ne se cache pas. Il explique que concrètement, il voulait un gardien qui réponde à d'autres exigences. Et donc, ils ont exploré, je pense, cette piste-là depuis un long moment. Et quand ils ont vu que c'était possible, ils ont expliqué gentiment à Gianluigi Donnarumma qu'il valait mieux partir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, il vaut mieux que tu t'en ailles. Voilà, le coach, aujourd'hui, il a fait son choix. Et c'est cruel, mais c'est comme ça. Ouais. Et aussi l'arrivée de Zabarni, est-ce que on a vu que c'était assez long à se mettre en place. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui auraient pu arriver et finalement sont des recrues, des transferts qui ne sont pas faits? Il y a eu beaucoup le nom de Marnes Akliouche qui a un peu circulé. Ou c'était vraiment le plan, c'était on prend un défenseur central et un gardien et terminé? Le plan, c'était on prend un défenseur central déjà. Ouais. Même si on se doutait que Marquinhos allait poursuivre une année supplémentaire, c'était pas totalement sûr. Donc ça, c'était vraiment la priorité absolue pour soit entamer la succession, soit si Marquinhos, s'il s'avère qu'après la Ligue des Champions, il se dit, moi j'ai passé X années au club, j'ai battu tous les records, j'ai envie de m'en aller. Voilà, on a déjà quelqu'un. Il y avait une vraie possibilité que Marquinhos parte cet été ou Elle a été dissipée assez rapidement. Mais oui, la question se posait, comme elle se posera encore l'été prochain. Après, donc il y avait Zabarni, c'était le choix numéro 1. J'ai même envie de te dire numéro 2, numéro 3, dans le sens où il y avait un accord avec le joueur depuis très longtemps. Donc il fallait négocier avec Bournemouth. Okay. Quand on arrive à ces montants-là, des 60 millions d'euros plus bonus, et que on est Bournemouth. C'est sûr. Bon, on sait comment ça va se passer. Je l'avais dit très très rapidement que ça allait se terminer comme ça. Que les deux clubs pensaient que Zabarni finirait avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos. Et puis après, oui, pour les autres postes, on a parlé de Lucas Chevalier. Et ensuite, je pense qu'il voulait se renforcer, mais encore une fois, il y a une difficulté sur ce poste d'arrière droit. Parce qu'arrière gauche, ils ont la sensation que Lucas Hernandez peut couvrir le poste. Il y a cette volonté aussi d'aller à la Coupe du Monde. Donc bon, ils se disent, il n'y a pas de souci. À droite, mais ça aussi, j'en avais parlé parce qu'on m'avait interrogé pas mal là-dessus. C'est vrai que il se disait, oui, pourquoi pas un remplaçant à Achraf Hakimi, mais il faut un joueur qui rentre dans la philosophie du club, qui rentre dans les tarifs de ce que le club peut mettre pour un remplaçant, parce que concrètement, Achraf Hakimi, il a un coffre qui lui permet de jouer quasiment tous les matchs, et comme c'est le meilleur au monde, son entraîneur l'a dit récemment, pour lui, et celui qui arrive va pas vous jouer beaucoup, et il faut qu'il soit un joueur de qualité, donc qui rentre dans le prix, et en plus qui accepte d'être numéro 2. Ça fait beaucoup. Ouais. Et donc c'est vrai qu'ils sont préférés se rabattre sur l'option B qui consiste à faire jouer ou Warren Zaïre Emery ou João Neves, ou on l'a vu, c'est Maïlou. Marquinhos peut aussi dépanner, donc voilà, il y a ces possibilités là. Et puis devant, c'est vrai qu'il y a eu une interrogation parce que le cas Bradley Barcola n'était pas clair pendant tout le mercato. On en parle aussi dans le livre. Ouais, justement. Ouais, contrairement à ce qui s'est dit. J'allais en venir, justement. Il y a eu un moment, les rumeurs, effectivement, de Barcola, il y a eu le Bayern, il y a eu Liverpool. Est-ce qu'il y avait une vraie possibilité de voir Bradley Barcola partir à l'été 2025 ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? La question s'est posée, en tout cas. Bien sûr. La question s'est posée. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup d'écho dans les médias parce que le club l'a bien géré aussi. Je trouve qu'ils l'ont très très bien géré pour le coup. En termes de communication, je trouve que c'est une masterclass parce qu'ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose, un problème, pas un problème, mais quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Ils ont été très bons dans la gestion du cas Barcola. On en parle dans le livre. Lui s'est posé de vraies questions. Pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'il était concurrencé à son poste. Voilà, il était performant, lui, un Vara dans les pattes qui devient finalement titulaire quasi indiscutable. Désiré Doué, il y a l'émergence de Désiré Doué qui finit par jouer tous les matchs, les finales, quoi. Ouais, bien sûr. Des champions en Coupe du Monde des clubs, pas nommé dans la liste des Ballons d'Or. Il y a des petites choses comme ça qui créent de la frustration chez un joueur. Et c'est vrai que lui s'est sérieusement posé la question, en tout cas, et c'est un dossier, même la prolongation, qu'il faudra suivre avec attention. Et tu le disais, des clubs surtout importants sont venus. C'est aussi ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui dit bon, moi le coach me met pas tout le temps, j'ai envie de partir. Non. C'est-à-dire que tu as un jeune joueur à qui le Bayern Munich, qui n'est pas n'importe quel club, Liverpool, qui n'est pas n'importe quel club, fait des avances très poussées. Donc forcément, il se pose des questions. Et on sait que Luis Campos évite justement les situations où il a envie d'être maître du destin, sachant qu'il est en fin de contrat en 2028, si je dis pas de bêtises, qu'il a toujours pas prolongé. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, s'il n'y a pas de prolongation en 2026, peut-être de
voir Barcola, à voir après comment se passe sur l'année. Mais si en 2026, il n'a pas prolongé au PSG, il y aura peut-être un dossier qui va vraiment s'ouvrir, quoi. Ah bah, c'est pas peut-être. Hein. Je te confirme que toute la saison, l'objectif, ça va être de trouver un terrain d'entente. En fait, Bradley Barcola, et on en parle aussi parce que, excuse-moi, j'ai fait un chapitre sur les agents. Ouais, absolument. Sissoko, George Mendes. Ouais, il était chez George Mendes. Ouais, George Mendes, et là maintenant, il est passé dans l'écurie voilà, Moussa Sissoko. En face, vraiment. Voilà, donc les négociations avaient été entamées, étaient très bien avancées entre George Mendes et le Paris Saint-Germain. Elles ont repris. Et ils sont, je vais pas te dire, ils sont repartis de zéro, mais en tout cas. Elles ont repris depuis le début de la saison et maintenant il faut trouver un terrain d'entente. Bien sûr. Il y a eu aussi le cas de Dembélé qui est revenu un peu sur la table récemment. Pareil, fin de contrat 2028. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir aussi Ousmane Dembélé quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, où il va avoir ce truc aussi de parce que c'est le Ballon d'Or, parce qu'il a représenté quelque chose, Paris va... la porte sera fermée définitivement et ce sera difficile de voir Dembélé partir là dans les prochains mois. Moi, ce que je peux te dire, c'est que Ousmane Dembélé est très très apprécié au club. Vraiment très apprécié par l'entraîneur, le directeur sportif, le président, l'émir, tout le monde, tout ce que tu veux, tout le monde l'adore. Pour deux raisons. Parce qu'il est performant déjà, parce qu'on a plus d'appétence à apprécier quand on a un dirigeant, un joueur qui marche bien comme Ousmane Dembélé qu'un autre pour qui c'est un peu plus difficile, et parce que c'est un humain et c'est une personnalité qui est attachante et qui est appréciée. C'est-à-dire que quand on l'entend parler, on n'a pas l'impression que c'est le Ballon d'Or. Ouais. La manière dont il a de mettre sans cesse en avant le collectif, de parler toujours à la première personne du pluriel, plutôt qu'à la première personne du singulier. La manière dont il a de valoriser ses coéquipiers sur le terrain et en dehors, ça fait beaucoup de choses en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il est très très apprécié. Maintenant qu'on a dit ça, quelle est sa situation sportive et comment est-ce qu'eux voient ça ? C'est toujours pareil. Moi, mon sentiment en tout cas, si tu me demandes mon avis à moi, si Ousmane Dembélé fait une grande saison, il va plonger. Je vois pas pourquoi et je vois pas dans quelle mesure le Paris Saint-Germain va le laisser filer. Je pense qu'ils mettront les moyens dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire, hein, parce que je ne crois pas qu'il y aura des contrats encore comme celui qu'avait Kylian Mbappé. Ouais. 100 millions net à l'année, concrètement, je ne pense pas que ça existera encore au Paris Saint-Germain. En tout cas, pas à court terme, mais pas maintenant. Alors, il y a un autre joueur dont je voulais te parler, on va encore 5 minutes ensemble. Il y avait aussi Ryan Cherki. C'est quand même un joueur qui a marqué notre Ligue 1. Est-ce qu'il était vraiment aussi proche qu'on le dit de signer au Paris Saint-Germain ? Ryan Cherki ? Ouais. Mais il devait passer sa visite médicale. Non, mais je te le dis. Voilà. Je te le dis. Ok. Il devait passer sa visite médicale. Putain, c'était programmé, il y avait un accord entre toutes les parties. C'était fait, genre c'était Dildon. Je peux pas te dire mieux. Il devait passer sa visite médicale. Il a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de reculer. Après, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Oui, là, ça va. City. Il a fait quand même une saison honorable à Lyon. Il arrive à Manchester City. Pep Guardiola en dit le plus grand bien. Il a été appelé par Didier Deschamps. Donc voilà, après, ça aurait pu se faire à Paris. Ça s'est pas fait. Il a changé d'agent entre-temps. Enfin, il était représenté par c'est l'entourage de là aussi Kylian Mbappé qui chapeautait pas mal de choses. En tout cas, il était proche. Là, c'est le même agent d'ailleurs que Désiré Doué et Bradley Barcola, Moussa Sissoko, dont on parle dans le livre, qui s'occupe de ses intérêts. Donc tout va bien pour lui. Luis Enrique appréciait vraiment son profil. Je te dis honnêtement, Cherki, tout le monde apprécie son profil. Hein. Après, c'est juste comment on va le faire jouer. Est-ce qu'on peut lui demander ça après, tu étais plus sur de la gestion, mais sur les qualités et sur. Je connais pas un entraîneur ou un directeur sportif qui va pas te dire que c'est un joueur fabuleux. Bien sûr. Est-ce que Paris sera actif ? Je pense que beaucoup de monde imagine ça. Sera actif cet hiver pour le mercato ? Difficile à dire parce que je pense que ça va aussi, tu sais, l'arrivée de Kvaratskhelia était aussi conditionnée. Enfin, ils se sont posé la question, ils ont décidé de l'activer pour deux raisons. La première, ils étaient déjà au-dessus l'été, ça n'avait pas pu se faire. 3 même. La deuxième, Naples était vendeur et ils étaient prêts à revoir le prix par rapport à ce qu'ils demandaient. Hein. Il y a 30-40 millions d'euros de différence entre le prix payé et le prix voulu 6 mois avant. Et puis, l'effectif le réclamait. Il y avait même si Bradley Barcola marchait bien, Désiré Doué n'avait pas encore le niveau qu'il a eu par la suite. Et c'est vrai qu'il se disait, ramener un petit peu de concurrence, c'est intéressant. Donc, si tu me poses la question sur cet hiver, je pense qu'il faudra regarder si déjà les résultats sont là.
Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Ouais. Est-ce que les résultats sont là? En Ligue des Champions, jusqu'à présent, ça marche bien. En championnat, bon, on a l'impression que s'ils appuient un peu, ça va bien marcher aussi. Exactement. Parce que, bon, là, ils sont premiers, courte tête, mais bon, ils font jouer des U19. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ouais, si ça marche toujours bien en Champions League, ils sont dans les 2-3 premiers. Qu'en Ligue 1, il n'y a pas de quoi, que je pense pas qu'il y aura une revue d'effectifs. Ouais. Je pense pas qu'ils vont recruter 2-3 joueurs, tu vois. À moins qu'il y ait départ, peut-être. S'il y a un départ, un joueur en complément. Et encore, ils sont aujourd'hui, la politique du Paris Saint-Germain, c'est la qualité avant la quantité, au juste prix et avec des joueurs qui rentrent dans notre philosophie. Ça fait beaucoup de choses. Et sur la formation aussi, on voit que Luis Enrique fait de plus en plus confiance à la formation. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu l'avenir à terme, de se dire on a plus besoin de recruter puisque tu vois, voilà, c'est ça. Ibrahim Mbaye, on en parlait. Seny Mayoulou, qui a un niveau extra. Il y a les gens qui se moquaient un peu quand on posait la question par rapport à Rodrigo Mora, et Luis Campos dit Rodrigo Mora, we love Seny Mayoulou. Les gens rigolaient. Ils se moquaient de moi quand je l'ai dit l'été dernier. Oui, c'est pour ça. Tu te souviens, je me rappelle très bien ce que ça avait suscité quand je l'ai dit qu'il ne voulait pas de Rodrigo Mora parce que justement il voulait faire éclore Seny Mayoulou. Et finalement, tu vois, aujourd'hui Seny Mayoulou, déjà sa Coupe du Monde des clubs, sa finale Ligue des Champions, et là sa saison est excellente. C'est un top talent, Seny Mayoulou, c'est un top talent pour plusieurs raisons, et notamment, et ça tout le monde l'a identifié, et je vais même te dire, au-delà du Paris Saint-Germain, que ce soit les clubs, certaines personnes dans l'entourage de l'équipe de France de jeunes, évidemment, parce qu'il y est, mais même plus haut, on regarde et on suit attentivement ses performances. Il peut jouer à différents postes, il est performant aussi bien au milieu que devant. C'est quelqu'un qui est, au-delà de ses qualités, avec le ballon, je veux dire, il est intelligent, il comprend les déplacements. Sa grande force à Seny Mayoulou, c'est qu'il a réussi à s'intégrer au jeu pas si évident que ça de Luis Enrique, avec et sans ballon. Tu vois, il y a des joueurs qui arrivent, qui mettent un petit peu de temps. Bon, c'est compliqué, il faut expliquer, réexpliquer, ils finissent par y arriver. Seny Mayoulou, il a très vite compris. Tu vois, même un Désiré Doué, il a mis plusieurs mois avant de vraiment bien comprendre, alors que Seny Mayoulou, il a été direct. Bien sûr. Complètement, je suis d'accord. On va faire un petit jeu, un dernier jeu ensemble. Je vais te poser la question. Si tu pouvais faire ton 11 de légende du PSG, ça serait quoi? 11 de légende. Un 11 de légende. Wow. Allez, un 11 de légende sous QSI. C'est facile, comme ça au moins, voilà. 11 de légende. Je te mettrais quand même... J'aime bien Bernard Lama, quand même. Ouais. J'aime bien Bernard Lama. Et après, on fait que QSI. Non, je le mettrais Thiago Silva, forcément. Marquinhos, obligé de le mettre aussi. Ouais. Forcément Achraf Hakimi, Nuno Mendes, parce que pour moi c'est les meilleurs vraiment au monde aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Au milieu c'est compliqué quand même, parce qu'il y a eu des bons joueurs. C'est ça, c'est il y a eu des sacrés phénomènes. Et alors à l'attaque, tu vas voir, c'est encore pire. Parce que forcément t'as envie de mettre les trois qui ont gagné la Ligue des Champions, en fait. J'aime bien Verratti et Thiago Motta quand même. Tu vois, même un Blaise Matuidi, il a beaucoup apporté. Vitinha sûr. Vitinha sûr, Neves, peut-être avec Verratti. Ok. Et puis devant, je mettrais Neymar, Mbappé, Zlatan. Ok. C'est une belle attaque. Neymar, ouais. Là, vraiment, je fais des efforts pour pas mettre Ronaldinho. Vraiment, c'est. Et je vais même te dire, je mettrais Neymar, Mbappé, Ronaldinho. Ah ouais, plus que Zlatan. On met R10 et Bernard Lama, ils sont pas dans le QSI, mais. C'est que c'est quand même des joueurs qui, moi, quand j'étais plus jeune, m'ont marqué, surtout Ronaldinho. C'était exceptionnel. On parle souvent du talent de Neymar, mais c'est vrai que Neymar, Ronaldinho, leur relation au ballon, et ce qui impressionne, en fait, c'est quand tu entends des joueurs professionnels en parler. Tu as l'impression que c'est des amateurs aussi. À l'entraînement, en match, c'est incroyable, quoi. Mais très rapidement, sur Neymar, justement, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est pas un des plus grands joueurs, presque, en termes de talent pur, qui a pu signer au PSG. Je pense que même les joueurs, les échos que tu as pu avoir dans le vestiaire, des joueurs qui le voient jouer, c'est... Les yeux grands ouverts, quoi. Les yeux grands ouverts, c'est qui ce mec? Et ses coéquipiers, ses entraîneurs, ses adversaires aussi, des gestes d'une classe folle à l'entraînement, en match. Non, franchement, Neymar, je pense qu'il a vraiment marqué tout le monde par son talent. Avec toujours le même regret il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire plus. Et il le dit aussi dans ses interviews maintenant. Là où il a atteint son niveau le plus... son climax, c'est au Paris Saint-Germain, et c'est lui qui le dit. Mais c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il en a choqué des gens. Ah ouais. Ah non, à l'entraînement... Ah ouais.
J'ai pas pu voir les séances malheureusement, mais j'aurais aimé. Hein. Quand j'entends certains en parler, là, j'aurais aimé les voir. Hein. Mais ça te dit quoi le ballon, il le met où il veut. Il dribble 3 joueurs. Presque tu lui mets un bandeau sous les. Franchement, il y a des trucs que j'entendais. Je me disais, mais c'est pas possible. Non, Et puis tu le vois même à l'entraînement, même pendant les échauffements. Ce qu'il peut faire, même au Parc des Princes, où quand il avait le maillot du Paris Saint-Germain, avant les matchs, quand il jongle, séance de frappe, de transversal, la facilité qu'il a, et dans une moindre mesure. L'idée, c'est vraiment pas de les comparer, mais parce que ils ne seront pas pareils. Et Désiré Doué ne sera jamais Neymar, et j'en parle dans le livre justement avec la direction sportive notamment qui insiste auprès de Désiré Doué parce qu'ils sont convaincus que c'est un talent exceptionnel. Mais ils lui disent toujours, sois toi, fais du Désiré Doué, parce que c'est là où vraiment tu vas prendre une dimension et que tu vas devenir le joueur que tu veux et que tu dois être. Mais c'est vrai que Désiré Doué, il a aussi un peu de cette facilité-là qui se voit et qui se traduit notamment au campus PSG. Mais pour revenir sur Neymar, c'est exceptionnel. Et tu penses que Doué, c'est vraiment l'avenir aussi du PSG, va rester encore très longtemps Il va rester encore longtemps, je sais pas, mais en tout cas, il est sous contrat et je pense que le Paris Saint-Germain gagnerait effectivement de le garder parce qu'aujourd'hui Désiré Doué il fait rêver tout le monde. C'est ça aussi la réalité. En fait, aujourd'hui le Paris Saint-Germain a beaucoup de joueurs. On parle de Désiré Doué, mais tu prends Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Neves. Il y a des questions qui se poseront pour les joueurs que tu viens de citer. Vitinha et Neves, c'est des joueurs aujourd'hui. Tout le monde les regarde un petit peu parce que tu sais très bien que c'est des joueurs qui tiennent la route, quoi. Et Désiré Doué. Moi, généralement, lors des mercatos, tu sais comment ça se passe. On parle un peu avec les uns et les autres, les dirigeants. Et c'est vrai que son nom, il revient dans la bouche de gens très très importants du football mondial et des gens qui sont bien placés dans des clubs très importants. Ouais, ils regardent. Et un jour, s'il y a ça, si la porte elle est ouverte comme ça, boum, il y a 15 éléphants qui vont arriver. Dernière question, Fabrice. Est-ce que tu penses que Paris va faire le back-to-back cette année ? Écoute, j'espère que c'est un club français qui va gagner la Ligue des Champions déjà. Alors, on a déjà goûté la saison dernière, donc. Est-ce que je pense qu'ils peuvent le faire, ouais. Je pense qu'ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire, je ne sais pas. Mais eux en sont convaincus. Et je pense qu'effectivement, s'ils mettent les ingrédients, ils peuvent réussir parce qu'ils sont toujours dans cette dynamique. On l'a vu, avec peu, ils peuvent faire beaucoup. Notamment dans ce match à Montjuïc contre le FC Barcelone, ils ont quand même donné un signal quand même qui est assez fort. C'est OK, il nous manque beaucoup de joueurs. Il en manquait aussi quelques-uns au Barça, mais au Paris Saint-Germain, il manquait vraiment des joueurs très très importants. Et on y arrive, quoi. On arrive à faire ça. Et il y a des clubs forcément qui seront là. Bayern Munich, le Real, même si pour moi, collectivement, le Paris Saint-Germain semble un peu au-dessus, mais ils seront là. Et c'est jamais évident de les sortir. D'autres clubs en Angleterre, on voit Arsenal la saison qu'ils font. Ce sera forcément pas évident, mais ça se jouera pas grand-chose comme souvent. Bien sûr. Paris Saint-Germain la saison passée, on en parle dans le livre, le parcours a été sinueux, on a longtemps cru que ça allait pas le faire. Exactement. Mais au bout du bout, je pense qu'en tout cas, il y a deux choses qui sont importantes. Un, ils sont persuadés qu'ils sont capables de le faire, et deux, ils veulent le faire. Ok, trop cool. Merci Fabrice. Merci beaucoup Jonathan. Merci à toi. Allez, en tout cas, foncez, supporters du PSG ou amateurs de foot. En plus, les fêtes de fin d'année arrivent, honnêtement, c'est un super cadeau. De l'enfer au paradis, les secrets de 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG, écrit par Fabrice avec Apolline Boucherie. Je vous conseille vivement. J'ai dévoré en quelques jours. Merci. En fait, quand t'es passionné, que tu vois un peu, et alors en plus au-delà de bien sûr de ce qui a pu se passer, c'est aussi des coulisses, c'est des choses qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, et c'est passionnant de pouvoir le découvrir dans ce bouquin. Merci beaucoup et merci encore. J'en profite pour remercier tous ceux qui me font des retours très positifs. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vais essayer de répondre à un maximum, mais ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. C'est pour ça que je l'ai écrit aussi. Donc grand plaisir de vous lire et j'espère que vous allez vous régaler. Et voilà. Merci en tout cas, merci Fabrice. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.